Sûrement des années 2000, hein, Jessica, qui est un groupe de presse très important au Québec, ça représente à peu près 50% du marché de la presse écrite. L'autre 50%, c'est Québécois. Ils sont engagés dans une lutte à finir, un combat de titans. Mais là, Québécois avait un avantage indu sur Jessica parce que Québécois, il y avait TVA. Ça fait qu'il était capable de combiner presse écrite puis presse télévisée. Fait que là, Jessica se disait, ben, comment faire pour réussir à combler ce déficit-là par rapport à Québécois? Ils se sont dit, ben, on a des bons chums, nous autres, à Radio-Canada. Radio-Canada, c'est contrôlé, c'est noyauté par les libéraux, c'est toute notre gang qui est là. Fait que, entendons-nous donc pour partager nos ressources. Puis, en 2001, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont signé une entente secrète. Stephen Harper est arrivé au pouvoir. Fait que là, il voulait montrer qu'il était un gouvernement propre comparativement à la gang des libéraux de Chrétien et Martin qui avaient trempé jusqu'au cou d'un commandite, etc. Il a soumis Radio-Canada à la loi d'accès à l'information. Moi, le lendemain que j'ai su que les conservateurs soumettaient Radio-Canada à la loi d'accès à l'information, j'ai déposé ma demande pour avoir l'entente secrète. Qui concernerait un partage des ressources, entre autres, Radio-Canada permettrait aux chroniqueurs genre Marissal et puis Pratt et compagnie de venir faire leur tour sur les ondes publiques pour vendre leurs salades qu'ils écrivent dans le journal La Presse, entre autres. Première nouvelle que j'ai de ça, la responsable me dit, ben, on a perdu cette entente-là. J'ai dit, comment? J'ai dit, prenez-vous pour un fou, là, vous avez perdu un contrat liant une société d'État avec une des plus grandes entreprises du Québec qui est liée à l'Empire des Marais. Fait que là, la madame, elle me dit, ben là, on va quand même vous faire une fleur, nous allons partir à la recherche de l'entente secrète. Mais là, elle me dit, mais si vous voulez que je cherche, il va falloir que vous payiez 350$ pour chercher un document. Cette semaine, j'ai parlé encore avec les gens de Radio-Canada qui m'ont dit que maintenant, ma demande était rendue entre les mains des avocats de Jessica. Donc, c'est le privé qui va décider ce que le public va rendre public. Une autre collaboratrice qui m'a appelé pour me dire, mais là, monsieur Bourgeois, c'est quoi exactement la demande que vous voulez? Parce que là, j'en ai deux entre les mains. Ils en ont signé deux documents. Il y a deux ententes qui lient Radio-Canada et la presse. Un, c'est janvier 2001, puis l'autre, c'est août 2001. Tout ça pour dire qu'il y a des ramifications très importantes entre Radio-Canada et puis Jessica. Cette semaine, je parlais avec Guy Bertrand, qui nous conseille juridiquement. Il me disait, tu sais, si Radio-Canada ose ne pas te donner le document en question, t'as une méchante belle cause entre les mains. Fait que c'est sûr que nous autres, on va pousser au maximum. C'est quand même pas ordinaire qu'une société d'État signe une entente avec une compagnie privée pour partager les ondes. Hein, puis là, la dame qui m'a rappelé pour me demander laquelle des deux ententes que je voulais, ben, elle m'a lu des bouts des deux au téléphone, puis hein, c'était Radio-Canada et Jessica partagent des objectifs communs, alors nous allons mettre nos ressources en commun pour mieux atteindre ces objectifs-là. Puis là, pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est Radio-Canada, on va parler du dossier que j'avais fait en 2006. On va parler des administrateurs. À l'époque, c'était Rabinovitch qui dirigeait le conseil d'administration de Radio-Canada. Rabinovitch, ça, c'est une créature des Bronfman. Il a travaillé pour Claridge, puis avec les Dassault. Puis, à l'époque, je parlais de Kuldip Rai Sahi. C'est un Indien d'Inde. Pour première des choses, il faut savoir que Sahi, là, ça, c'est un ancien membre du conseil pour l'unité canadienne. Il s'est mis riche, Sahi, quand que Paul Martin il a vendu à bon prix, à rabais, le transporteur Kingsway. Hein, il a fait une fortune avec ça. À un point tel que Sahi, début des années 2000, il valait à peu près 2 milliards, le monsieur. Puis là, étant donné que Paul Martin lui a permis de devenir riche, il y a toujours des retours d'ascenseur. En fait, quand Paul Martin il a voulu devenir chef du Parti libéral, ben monsieur Sahi, il fallait bien qu'il l'encourage. Sais-tu combien il a donné à la caisse électorale de Paul Martin? Vas-y fort. 86 260 $ et 21 cents. Mais là, ce qui est surtout intéressant avec M. Sahi, là, je te rappelle qu'il est administrateur de Radio-Canada. Il est assis sur le conseil d'administration. Puis là, normalement, c'est beaucoup le logement qui coûte de l'argent. Ça coûte cher, ça, loger. Hein. Le bonhomme Sahi, lui, en plus, il fait aussi dans l'immobilier. Ben, tu sauras, mon cher ami, que c'est lui qui possède les locaux où est situé Radio-Canada, ici à Ottawa. Sous le conseil d'administration, il y a aussi une dénommée Joanne Brunet. Elle a des compagnies, elle a Distraction Format, elle est actionnaire là-dedans. Là. Distraction Format, Viva Vision Incorporée, DDI Télévision et compagnie. Ça, ces compagnies-là, qu'est-ce que ça fait? Ça produit des émissions de télévision comme Watatatao, Un gars, une fille, tout le monde en parle.
Mettons qu'ils disent, cette année, on devrait revoir la grille, la grille horaire de certaines émissions. Tout le monde en parle. On devrait mettre ça plutôt le dimanche matin. Coudon, elle va s'y opposer. Elle fait de l'argent avec l'émission! Elle est actionnaire avec François Masserola, hein, un libéral notoire qui avait empêché Falardeau de faire des films quand il était à Téléfilm Canada, le salopard. Ensuite, il y a aussi sur le conseil d'administration une dénommée Yasmine Givrage. Puis elle a une compagnie qui s'appelle Acrodex. Ça, c'est des systèmes de gestion informatique et tout ça. Qui fournissaient des systèmes de gestion informatique, entre autres à la Défense nationale. Tu sais, ça, quand tu commences à rentrer des systèmes informatiques, c'est payant. Puis la dame Givrage, elle faisait des affaires aussi avec Crimson Logic. Ça, c'est une compagnie d'Asie. Puis là, on retient bien le nom. Parmi les partenaires de Crimson Logic, on compte la CETIC. CETIC Industrial Bank. Ça, c'est le groupe CETIC. Ça veut dire exactement China International Trust and Investment Corporation. Ça fait dans le trafic d'armes. Ça a été fondé dans les années 70 par le gouvernement communiste de Deng Xiaoping. Puis ça collabore de près avec qui? Desmarais. Power Corporation. Ben oui, André Desmarais siège sur la CETIC Pacifique. Puis sur la CETIC Total, Brian Mulroney. Il siège là. Ensuite, il y a Trina McQueen, où le réseau fédéraliste à son meilleur. Trina McQueen, elle est encore sur le conseil d'administration. Elle est impliquée principalement à la Fondation Historica. C'est financé généreusement par la Fondation Bronfman. La Fondation Bronfman, c'est qui ça? C'est ceux qui finançaient et qui faisaient produire les minutes du patrimoine que Radio-Canada diffusait. Après ça, t'avais Peter Herndorf, ou comment acheter des Québécois. Bon, lui, il siège sur la fondation Natishin. Puis Natishin, ben ça, c'est à peu près comme la fondation Historica. Ça fait de la petite propagande de bas étage. Puis sur le conseil d'administration de la fondation Natishin, on retrouve Brian Mulroney, Joe Clark, Ed Broadbent, John Turner, Michael H. Wilson, Feu Antonio Lamère, Kim Campbell, Don Masakowski. Mais ce qui est le pire, si tu fies sur le conseil d'administration de Radio-Canada, ben tantôt je te parlais de Robert Rabinovitch. Puis Rabinovitch, c'est Claridge. Claridge, c'est comme la fiducie des Bronfman. C'est ça, tu sais, ils se font toutes sortes de compagnies pour faire croître leur richesse puis leur portefeuille puis tout ça. Claridge, ça a des parts dans Cour. Cour, ça c'est une compagnie israélienne, mais ça en a aussi des parts dans Tadiran Télécommunications, dans Elbit et compagnie. Puis ça, c'est toutes des compagnies qui font dans la défense, le militaire, puis le matériel de surveillance et d'espionnage. Neshat Kovchov-Shahi. Yes. À tes souhaits. Elle, là, la bonne femme, là, eux autres, ils possédaient la Inwest Investment, puis tout ça, là, ça donne de l'argent aux libéraux, mon ami, là, ça finance la caisse. Aller-retour. Mais là, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le nom de jeune fille de Neshat Kovchov-Shahi, c'est Irvani. Irvani, Rahim Motagi Irvani. Lui, il a été impliqué de près dans les événements concernant l'Iron Gate. C'est un Iranien, il a été en Iran, puis bon, il a été impliqué dans l'Iron Gate. L'Iron Gate, c'est bon, quand il est arrivé l'Ayatollah Khomeini puis tout ça, ils ont enlevé les membres de l'ambassade américaine. Ils ont essayé d'échanger les otages contre des armes qui venaient d'Amérique du Sud, puis les Contras du Nicaragua puis tout ça. Puis là, le bonhomme, lui, puis là, c'est le père de la madame, là. C'est le pire d'un membre du conseil d'administration de Radio-Canada, là. Puis la madame Kovchov-Shahi, quand elle était jeune, elle travaillait dans une compagnie d'Irvani en Iran. Elle faisait fonctionner ces compagnies qui étaient au cœur de ces affaires-là. L'Iron Gate, mais aussi Irvani surtout. Il était au cœur de l'histoire qu'on a du Bank of Credit and Commerce International, BCCI. Ça, le journaliste français Éric Laurent a dit que c'était le plus grand scandale financier de l'histoire de l'humanité. La BCCI, c'était la plus grande entreprise criminelle de toute l'histoire moderne. Il a dit ça dans le Figaro le 17 août 1991. La BCCI a été impliquée dans le trafic d'armes, la vente de drogue, le blanchiment d'argent, l'extorsion, la prostitution, la fraude et le financement d'organisations terroristes islamistes. Mais le but de la BCCI, c'était de faire mal à l'Occident, puis de permettre au tiers-monde de prendre sa revanche. En se dotant, puis en dotant l'Iran de la bombe atomique. C'est le sénateur John Kerry. Puis Kerry a dit que le Canada était très proche de l'Iran, puis avait fourni du matériel pour permettre à l'Iran d'avoir la bombe atomique. Irvani, là, lui, travaillait de façon serrée avec l'ancien directeur de la CIA, Richard Helms. Il a fondé dans les années 70 une compagnie du nom de Saphir. Irvani, puis Richard Helms, tout ça, là, c'est du beau monde en Christie, là. Richard Helms a travaillé avec les Américains pour placer Pinochet à la tête du régime chilien en 72, renverser le régime Allende. En vrai, s'il y en aurait bien plus à découvrir que ce que moi je peux faire,
Mais notre système médiatique est tellement pourri que personne ne fouille ces affaires-là. Tu sais,